OK, bonjour tout le monde, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est notre deuxième cours déjà. Comme ça, on va avoir 10 cours ensemble sur le cours de méditation sur le calme mental, selon la philosophie bouddhiste tibétaine. C'est notre deuxième cours. Donc, si vous vous rappelez, au dernier cours, on avait parlé un peu des origines, d'où vient cet enseignement-là. En fait, l'enseignement qu'on donne au Centre Paramita sur la méditation du calme mental, c'est bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on a nous-mêmes créé ou inventé. C'est quelque chose, en fait, on se base sur le texte que Lama Santen a écrit, mais dans son texte, en fait, il n'y a aucune création personnelle. C'est vraiment tous les enseignements qui sont tirés des maîtres indiens. Donc, le Bouddha est venu il y a 2500 ans, puis il a donné plusieurs enseignements. Puis c'est par son entremise ensuite qui a transmis à plusieurs étudiants. Puis c'est vraiment basé sur les écrits de ces maîtres-là, en particulier sur les instructions de Asanga, un des maîtres prédits par le Bouddha. Donc, on va continuer. On avait commencé à présenter justement d'où ça vient, les sources. On avait commencé à parler des préparations à la méditation. On avait expliqué un peu la dernière fois aussi c'est quoi le sens général de la méditation. La méditation veut dire familiariser son esprit, entraîner son esprit. Donc, on le familiarise avec des états positifs. Puis, on avait parlé que le calme mental, la capacité à maintenir notre esprit dans la paix intérieure. Donc, c'est cette qualité-là qu'on essaie de développer avant tout. Parce qu'on dit dans la philosophie bouddhiste que si le calme mental n'est pas installé en nous, si on n'a pas un esprit qui est capable de se concentrer puis d'avoir une forme de sérénité, peu importe ce qu'on va vouloir faire ensuite, n'importe quelle autre qualité qu'on va vouloir développer, on va avoir de la misère à y arriver parce que notre esprit va être agité dans toutes sortes de directions. Donc, c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur développer cette qualité-là premièrement. Donc, la méditation, si on résume toutes les formes de méditation, on peut les résumer en deux sortes, la méditation de concentration puis la méditation analytique. Donc, la méditation qui permet d'atteindre le calme mental, c'est celle qui est la méditation de concentration. Donc, c'est ce qu'on va surtout expliquer dans le cours ici, même si on va quand même avoir quelques petites introductions, quelques enseignements sur la méditation analytique aussi. Donc, on avait commencé la dernière fois à parler des préparations à la méditation. Donc, de façon générale, il y a plusieurs préparations à la méditation, mais ici, dans le cadre du cours, on présente juste les plus essentielles. Parce que quand on donne les enseignements plus sur le Lamrim, par exemple, où on présente l'essence de la philosophie bouddhiste, donc là, on va plus en profondeur, on va présenter plus de préparations. Donc, si vous avez déjà reçu ces instructions-là sur les préparations, bien sûr que c'est encore plus idéal si vous pouvez avoir des préparations complètes avant votre méditation. C'est ça, ce qui est recommandé. Mais dans le cadre du cours ici, comme il s'adresse vraiment à tout le monde, même si les gens qui n'ont pas nécessairement été introduits à la philosophie bouddhiste vraiment en détail. Donc, comme ça, on donne des préparations beaucoup plus simples, les plus importantes. Donc, on avait commencé les préparations la dernière fois. On avait parlé de la première préparation avec le fait de nettoyer l'endroit. J'avais donné un peu l'exemple avec l'histoire d'un moine du temps du Bouddha qui s'appelle Chuda Pantaka, qui vraiment pour purifier son esprit, avait nettoyé le monastère de long en large pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est grâce à ça qu'il a réussi à purifier son esprit. Donc, le sens de cette première préparation-là, c'est d'arriver à nettoyer notre esprit. Dans le fond, on nettoie l'endroit de méditation comme première préparation. Le but, pourquoi on fait ça? C'est pour arriver à installer en nous un état d'esprit où il n'y a aucune perturbation mentale. Donc, pendant qu'on nettoie l'endroit, peu importe la façon qu'on le fait de préparer l'endroit en faisant une forme de nettoyage, à ce moment-là, on doit penser que notre esprit devient une nature de claire lumière. Dans la philosophie bouddhiste, on dit la nature de l'esprit est claire et lumineuse. Donc, les impuretés sont temporaires. Donc, présentement, on a tous en nous cet esprit de clarté lumineuse. La nature de Bouddha, la nature de plénitude intérieure, tout le monde la possède. Mais pourquoi elle n'est pas maintenant révélée? Pourquoi elle n'est pas complètement éveillée, puis on n'est pas complètement heureux en tout temps? C'est juste qu'il y a des nuages qui passent devant notre esprit temporairement, l'image du soleil et des nuages, comme notre esprit serait le soleil, puis les impuretés temporaires, nos émotions négatives, nos pensées négatives seraient les nuages. Donc, c'est juste que présentement, on a encore beaucoup de
présence de nuages, puis d'émotions négatives, de pensées négatives qui voilent notre esprit. Donc, comme ça, par la méditation, on essaie de libérer ces choses-là. Donc, quand on parle de la première préparation, elle est très importante parce que on veut nettoyer notre esprit de tout ce qui est négatif. Ça serait vraiment en fait, ça serait aucunement bénéfique, ça serait même nuisible de pas faire ça, dans le sens que si notre esprit était sous l'influence de perturbations mentales, par exemple, si je suis envahi par la colère, la jalousie, l'orgueil ou trop d'attachement, donc je m'assois en méditation, je pense que je fais une méditation, mais en fait, pendant ma méditation, je remue ces pensées-là négatives qui vont faire que pendant ma méditation, je vais engendrer plus de souffrance dans mon esprit. Fait que quand je vais sortir de ma méditation, je vais plus souffrir que quand, au début, je me suis assis. Donc, dans ce cas-là, vous êtes mieux de ne pas méditer. C'est ce que notre esprit fait. On est mieux de ne pas méditer, on est mieux de rester joyeux que de ne pas méditer. Donc, bien sûr que c'est pas ça la méditation. Donc, même par contre, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça, que simplement le fait de s'asseoir, puis d'avoir aucune forme de vigilance dans notre esprit, une forme d'attention, aucune forme de direction. Juste le fait de s'asseoir, c'est de la méditation, mais pourtant, dans bien des cas, il y a des personnes qui peuvent passer un temps en pensant à méditer, mais en tant que telles, vont engendrer des pensées comme ça de nature négative, en fait, qui va apporter plus de souffrance. Comme ça, j'ai moi-même des personnes qui me l'ont dit. Ils m'ont dit « Ah, moi, j'ai médité pendant tant d'années, mais qu'est-ce que je faisais? Je pensais à différentes choses. Toutes les émotions négatives surgissaient, puis c'est ce à quoi je m'attardais pendant la méditation. » Donc, c'est ça dans la philosophie bouddhiste, c'est pas la méditation. La méditation veut dire familiariser notre esprit avec des qualités positives. Donc, que ce soit dans une posture assise, que ce soit dans une salle de méditation ou que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre de nos conversations, pendant qu'on marche dans la nature, peu importe, on peut pratiquer la méditation parce que la méditation veut dire entraîner notre esprit, c'est développer des qualités positives, se familiariser avec ces qualités positives-là. Donc, c'est bien sûr, c'est le sens de la méditation. Mais, qu'est-ce qu'on va expliquer dans le cadre du cours? Bien sûr, avec certaines une méditation plus formelle, dans le cadre quand on va s'asseoir, quand on va se préparer, etc. Mais quand même, il faut penser que cette méditation-là, vous pouvez et vous devriez la pratiquer en tout instant. Ces qualités-là, on doit s'y entraîner tout le temps. C'est pas simplement en faisant 10 minutes de méditation par jour, puis le reste de la journée, on se dit, OK, maintenant, j'ai plus besoin d'avoir aucune concentration, aucune vigilance, aucun état d'esprit positif. Maintenant, tout est correct, j'ai fait mon 10 minutes. Maintenant, je peux faire n'importe quoi, dire des choses négatives, penser à des choses négatives. Ça ne serait pas vraiment une bonne idée de faire ça. Au contraire, si quelqu'un ne méditait pas de façon formelle, il ne s'assoyait pas le matin en méditation, mais durant la journée, il est très comme attentif à avoir des pensées positives, à entraîner son esprit de façon vertueuse, ça va être un bon méditant quand même. Donc, le sens de méditation, c'est surtout ça. Donc, pour la préparation, on avait vu la première préparation qui est nettoyer l'endroit, qui revient à dire, en fait, surtout nettoyer notre esprit. Puis, la dernière fois, on avait un peu présenté aussi la manière de méditer en portant notre attention sur la respiration. Donc, j'avais expliqué un petit peu le compte de la respiration. En fait, la dernière fois, je pense pas vraiment expliquer le compte, juste on avait expliqué comment porter l'attention sur la respiration. Donc, je vais revenir aujourd'hui là-dessus. Je vais donner plus de détails sur la méditation, puis au fil des cours, il va y avoir plus de détails. Mais juste pour commencer aujourd'hui, comme on va faire à chaque cours, une petite période de méditation en groupe. Donc, on va commencer comme ça aujourd'hui aussi par ça. On va faire une petite quelques minutes de pratique en groupe. Peut-être juste 3 ou 4, 5 minutes, quelque chose comme ça, une petite pratique. Donc, pendant cette pratique-là, comme on avait expliqué l'autre fois, on essaie de simplement garder l'attention, un peu comme notre esprit serait comme le cavalier, garder notre esprit sur le cheval qui serait notre respiration. Donc, simplement de suivre le mouvement de la respiration, d'être attentif à la respiration, simplement être conscient pendant que le souffle entre, pendant que le souffle sort, pendant qu'on inspire et qu'on expire. Donc, essayez simplement d'être attentif à ça, de ne pas perdre l'attention. Si vous la perdez, c'est pas grave. Simplement, dès que vous en prenez conscience, revenez sur le mouvement de la respiration. Donc, on va faire comme ça juste une petite pratique en groupe, comme ça, juste maintenant, OK? Donc, à la fin aussi, comme d'habitude, on laissera du temps pour les questions. Donc, maintenant, on ne prendra pas de questions, mais à la fin, cette fois-ci aussi, j'enregistrerai les questions parce que la dernière fois, quelqu'un m'a demandé, il aurait aimé entendre les questions pour les réécouter aussi par la suite. C'est qu'aujourd'hui,
enregistrer les questions à la fin aussi. Mais on prendra les questions plus à partir de 2h30. Je vais faire le cours pendant 1 heure, puis les questions suivront, comme on prendra un 15 minutes d'extra pour des questions, puis faire une autre méditation en groupe à la fin, comme la dernière fois pour ceux qui ont le temps. Donc, on va commencer la petite méditation de quelques minutes. Donc, je vais faire comme la dernière fois. À chaque fois, je vais faire un petit chant. Donc, le chant, c'est juste comme une technique pour amener l'esprit à se concentrer. Donc, comme ça, c'est ce qu'on fait habituellement.
Mhm. Voilà, c'est bon. Donc, on refera une autre petite pratique comme ça en groupe à la fin. Donc, on va continuer, c'est ça, pour les préparations. Donc, comme ça, on va essayer de faire un sujet par cours. Il y a environ, j'ai séparé le cours environ comme le livre de Lama Samten, Apprendre à méditer, comme en 10 cours. Donc, aujourd'hui, on va voir les préparations de la méditation, comme on avait commencé la dernière fois avec la première préparation, qui est de nettoyer l'endroit. Donc, comme ça, on a expliqué le sens, c'est pour nettoyer l'esprit. La deuxième préparation qu'on mentionne, c'est celle de disposer les supports de méditation. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que pendant la méditation, on va l'expliquer plus tard, mais on va avoir la technique où on va essayer de concentrer notre esprit sur un support. On va parler d'un support intérieur, mais quand même, pour nous aider à mieux visualiser puis à développer la concentration, on dit que c'est très utile de disposer ce support-là à l'extérieur. Donc, le support, en fait, de méditation peut être à peu près n'importe lequel parce que tout dépendamment de nos intérêts, de nos motivations, etc., on peut prendre n'importe quel objet comme support de méditation. Mais dans la tradition bouddhiste, par exemple, si c'est vous vraiment, vous avez une affinité particulière avec la tradition bouddhiste, vous pouvez prendre bien sûr celle que propose la tradition bouddhiste, mais sinon, vous pouvez prendre un autre objet aussi. Donc, ce qu'on recommande ici, c'est que dans l'espace de méditation dans lequel vous allez méditer, d'avoir des supports ou des objets ou des représentations qui sont inspirantes pour nous va inspirer notre esprit à la méditation, puis ça va être une condition favorable pour développer le calme en nous. Comme on sait que vu qu'on est des êtres ordinaires, ça veut dire qu'on n'a pas encore une grande forme de sagesse qui est réalisée en nous, on est facilement influençable par l'extérieur. Donc, quand on est en contact de personnes, par exemple, qui vont dire des choses blessantes ou avoir des comportements un peu négatifs, ben, ça va souvent nous affecter négativement. Si on est au contact de personnes qui ont un comportement, une attitude, des paroles positives, ça va nous affecter positivement. C'est vrai aussi si on est dans un environnement extérieur, par exemple, on est dans une ville ou dans un environnement bruyant avec plein de choses de stimuli, bien, on a tendance à plus facilement être agité et stressé. Alors que si on est dans la nature, dans des endroits qui sont très agréables et ressourçants, bien, on va se sentir aussi plus zen, plus détendu, etc. Donc, c'est un peu ça l'objectif, c'est de vous-même créer votre propre espace de méditation. Donc, c'est sûr qu'au Tibet, en Inde, dans des pays asiatiques, donc il y a des espaces de méditation un peu partout, dans le sens que les gens, vu qu'ils ont une coutume qui est bouddhiste, ben, ils vont aller dans les temples bouddhistes, il y a des temples bouddhistes un peu partout. À la maison, ils vont avoir souvent aussi une salle qui est destinée à ça pour la méditation, etc. Donc, si vous avez comme ça la possibilité d'avoir un espace, même si ce n'est pas une salle complète, mais au moins d'avoir un espace dans lequel vous allez pouvoir vous recueillir, juste le fait de savoir que cet espace-là est là, même si vous n'allez pas toujours vous y rendre, déjà, ça va vous motiver, ça va vous stimuler à dire il y a quelque chose de bon. Par exemple, nous, on organise un centre, on a un endroit où on a un centre, par exemple à Montréal ou à Québec, puis juste le fait de savoir qu'il y a un centre, pour certaines personnes, ça les réconforte, ça leur fait du bien. Donc, comme ça, c'est la même chose pour vous. Si vous avez une salle de méditation, un endroit où vous pouvez méditer, même si vous n'allez pas être là tout le temps, le fait de savoir que cet espace-là existe, ça va déjà vous apaiser, vous aider. Donc, bien sûr qu'en rentrant dans cet espace-là, donc aussi en ayant des supports de méditation, des objets qui sont inspirants pour vous, des représentations qui sont inspirantes pour vous, bien, ça va aussi vous stimuler et vous inspirer. Donc, c'est ça l'objectif, donc disposer des supports de méditation. Dans la tradition bouddhiste, quand on explique vraiment les préparations dans le cadre de la philosophie bouddhiste, on parlait de plusieurs choses, mais ici, dans le cadre ici, si on parle de la tradition bouddhiste, on va dire la représentation, par exemple, du Bouddha. Que ce soit n'importe laquelle représentation, qu'elle soit, c'est sûr que nous, on a un centre, donc on a une représentation comme plus imposante, avec une statue, etc. Mais à la maison, peu importe, si vous avez une petite statue ou si vous avez une petite image, représentation, en autant qu'elle soit inspirante pour vous, qu'elle soit révélatrice de sens, qu'elle ait quelque chose vraiment d'inspirant pour vous, tout est parfait. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui est plus inspiré par la tradition bouddhiste, mais pour une autre personne, c'est tout à fait aussi convenable de mettre d'autres choses, un autre élément, image, représentation, objet qui est inspirant. Par exemple, si
moi, qu'est-ce qui m'inspire? C'est une fleur de lotus. Je peux mettre une fleur de lotus. Si c'est moi, ce qui m'inspire une chandelle, je peux mettre une chandelle. Mais il n'y a pas de limite à ça, en autant que ce soit quelque chose qui est inspirant pour vous. Donc, on va en reparler plus tard, mais de toute façon, l'objectif ici, c'est de créer un espace agréable, inspirant, motivant, stimulant, ressourçant, etc., qui va vous aider à trouver le calme mental. Donc, comme je disais, dans la tradition bouddhiste, vu que le maître par excellence qui donne les enseignements, donc on considère que c'est Bouddha. Donc, pour cette raison-là, on met la représentation de Bouddha, qui, tout son enseignement est là pour nous aider à libérer notre esprit de tout ce qui produit la souffrance, qui son enseignement nous aide à trouver le bonheur. Donc, c'est pour ça qu'on met la représentation de Bouddha. Mais si pour vous, c'est d'autres choses aussi, c'est correct. C'est vraiment pour que vous, ça soit représentatif pour vous, stimulant, inspirant. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, c'est la deuxième préparation comme ça. Ensuite, je vais parler d'une autre préparation, mais qui n'est pas inclue dans l'édition présente du livre. On l'avait mis dans les autres éditions, mais après, on a changé un peu. Mais quand même, j'en parle juste brièvement parce que c'est quand même intéressant. C'est la préparation qui est de disposer les offrandes. En fait, nous, dans notre culture occidentale, on n'a pas la pensée de faire ça, on n'a pas dans notre coutume de présenter des offrandes. Donc, je vais juste expliquer un peu le sens de ça, puis après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le faire. Donc, pourquoi on présente des offrandes? Des fois, les gens viennent visiter le centre ici ou le temple, puis ils vont dire, c'est quoi ça, les offrandes? C'est quoi ça? Pourquoi il y a de l'eau dans les bols? Comme là, vous voyez des bols derrière moi. Pourquoi il y a de l'eau dans les bols? Pourquoi il y a une chandelle allumée? Pourquoi vous mettez de l'encens? Pourquoi vous mettez des biscuits ou des pommes ou toutes sortes de choses comme ça? Pourquoi on fait des offrandes? À qui on fait les offrandes? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est à la statue de Bouddha. Si on dit la statue de Bouddha, il ne mangera pas les biscuits, il ne mangera pas les pommes. En tout cas, jusqu'à maintenant, il ne les a jamais mangés, jamais vu. Donc, c'est quand on va parler de faire les offrandes, bien sûr que mentalement ou intérieurement, on peut faire l'offrande au Bouddha. Mais l'objectif de faire ça, en fait, c'est pas pour le Bouddha expressément pour lui. Lui, il n'en a pas besoin, encore moins la statue en a encore moins besoin. Qu'est-ce qu'on va, avec quel objectif, dans quel objectif on va faire les offrandes? C'est pour intérieurement se libérer du poison mental, de l'avarice, de la saisie, de l'attachement et de l'ego. Donc, en fait, c'est le but de faire les offrandes, c'est ça le vrai but. On ne les fait pas pour faire réellement plaisir au Bouddha, dans le sens que le Bouddha, ce qui lui ferait plaisir, c'est de voir qu'on diminue notre ego, notre attachement, notre avarice, notre saisie, parce qu'il sait très bien que pour être heureux, si on est pris dans ces émotions-là, on n'est pas heureux. Donc, en fait, si notre offrande fait plaisir réellement au Bouddha, c'est dans cette optique-là. Sinon, l'offrande, on l'a fait pour qui? C'est pour nous libérer de tous nos poisons mentaux. Puis, on peut la faire aussi, en fait, pas seulement pour nous, on peut la faire en pensant aux autres aussi, parce que si on va la faire en pensant aux autres, on va être, par exemple, si je vais penser, je vais faire l'offrande pour me libérer de mes poisons de l'ego, de l'attachement, etc. Donc, en enlevant ces poisons-là de mon esprit, je vais être plus à même de pouvoir mieux aider les autres aussi. Si je suis pris dans ces émotions-là, je vais avoir de la difficulté à aider autrui. Donc, comme ça, c'est le sens de faire les offrandes. C'est vraiment pour libérer ces différentes émotions-là en nous. Parce qu'on dit dans la philosophie bouddhiste, qu'est-ce qui nous maintient principalement dans la souffrance? C'est justement le poison mental de l'attachement, aussi de l'ego. Donc, notre esprit, habituellement, on considère toujours notre côté comme plus important et le côté des autres comme moins important. Qu'est-ce qui se rattache à moi? Donc, je veux que l'avoir plus longtemps, je veux que ça soit favorable. Tout ce qui est de mon côté, je veux que ça soit bon. Mais quand c'est pour autrui, donc c'est moins important. Plus que c'est une personne distante de moi, moins que c'est important. Par exemple, quand quelqu'un souffre, par exemple, si cette personne-là, c'est moi, ou si cette personne-là, c'est quelqu'un qui est très proche de moi, à qui je tiens beaucoup, donc sa souffrance va m'affecter beaucoup. Mais si c'est une personne qui est un peu plus distante, sa souffrance va m'affecter moins. Si c'est une personne qui est très distante que je connais pas, sa souffrance va m'affecter peu ou pas. Donc, comme ça, c'est le sens, c'est notre esprit qui est beaucoup orienté vers nous-mêmes, beaucoup centré sur nous-mêmes, qui n'est pas beaucoup tourné vers les autres. C'est lui qui produit nos souffrances à nous et aux autres. Quand on est trop tourné vers nous-mêmes, on ne pense pas beaucoup aux autres. Puis regarde dans le monde, maintenant, il y a beaucoup de violence, beaucoup de gens qui vont utiliser la violence pour
faire du mal aux autres de façon physique, verbale, etc. Donc, pourquoi ces souffrances-là arrivent? Pourquoi ces violences-là arrivent? Parce que les gens n'ont pas assez de compassion pour les autres. S'il y avait la compassion pour les autres, ils se diraient, cette personne-là veut être heureuse comme moi, elle ne veut pas souffrir autant que moi, donc pourquoi je vais lui faire du mal? Donc, chaque fois qu'on est violent ou blessant envers quelqu'un, c'est parce qu'on est centré sur nous-mêmes, on ne pense pas à l'autre personne, on ne pense pas à ses sentiments. Donc, comme ça, le fait de s'exercer à offrir, à donner, aussi va nous familiariser avec le détachement parce que regarde comment on a la difficulté dans la vie quand on est trop attaché à quelque chose, que ce soit à nos proches, que ce soit à notre matériel. Les gens qui sont très attachés à leurs choses, ils souffrent constamment, toujours dans l'inquiétude de perdre quelque chose, dans l'inquiétude que ça soit brisé, dans l'inquiétude de se faire voler ou quoi que ce soit, alors qu'une personne qui a peu d'attachement, il ne souffre pas. Par exemple, vous m'entendez bien tout le monde toujours? OK. OK. Donc, c'est ça, il y a une histoire d'un maître, je crois que c'est un maître tibétain. Il avait l'habitude de se promener toujours avec son bol de mendiant. C'est sa seule possession réelle, son bol de mendiant. Donc, il se promenait de village en village ou de lieu désert en désert pour pratiquer la méditation. Puis, il est passé par un village, puis il y a une dame qui a vu son bol en bois qui était toute vieillie, il était toute usé. Donc, elle a eu comme un genre de compassion pour lui, puis elle s'est dit, je vais lui donner un bol plus beau que ça n'a pas d'allure, son bol est tout usé, vieux, il n'est pas joli. Donc, elle lui a offert un bol en or. Donc, le méditant, lui, il n'avait aucunement besoin du bol en or. Il n'était pas intéressé du tout par ça, mais il voyait que s'il refusait le bol de la dame, ben, cette dame-là serait déçue. Elle voulait faire plaisir, mais qui lui enlevait ce plaisir-là, c'était pas correct. Donc, il a accepté pour faire plaisir à la dame, parce que lui, son bol en bois était aussi précieux que son bol en or. Il n'y avait pas de différence pour lui. Donc, il a accepté. Puis, il a remarqué qu'il y avait un voleur quelqu'un qui était attaché aux possessions matérielles comme l'or, qui lui avait vu ce que la dame lui avait offert. Donc, quand lui est parti vers la montagne, il a vu qu'il était suivi par ce voleur-là. Puis, pendant la nuit, donc, il s'est couché, puis il savait bien que le voleur allait venir pour le voir pendant la nuit. Donc, il ne dormait pas. Puis, le voleur s'est approché. Puis, au moment où il partait avec le bol, il lui a dit non, tu n'as pas besoin de me le voler, je te le donne. Il est à toi maintenant, tu peux partir en paix. Donc là, il est parti avec le bol comme ça. Puis, sur le coup, il est parti à la course parce qu'il avait peur de se faire prendre. Mais après ça, il s'est dit, hey, c'est la première fois que je rencontre une personne qui n'est pas attachée à ses possessions puis qui n'est pas en train de m'en vouloir parce que je l'ai volé. Donc, après, il est revenu voir le maître. Il lui a redonné le bol. Il lui a dit, pouvez-vous m'enseigner maintenant parce que je suis jamais heureux. Quand je suis toujours dans l'attachement et dans la pensée de vouloir voler les autres, je suis jamais heureux. Pouvez-vous m'enseigner? Donc, il est devenu son étudiant. Donc, comme ça, c'est en pratiquant la générosité, en détachant notre esprit. Donc, comme ça, on arrive à être plus heureux et plus serein. Donc, c'est l'objectif pourquoi on fait justement la pratique de disposer des offrandes. Donc, comme ça, c'est le sens de cette chose-là. Donc, si vous aimez comme ça pratiquer ça, vu que notre esprit qui est pris dans l'ego et l'attachement n'arrive pas à être heureux, puis que vous dites, moi, je veux pratiquer ça, donc vous pouvez simplement offrir quelque chose, comme exemple, si vous offrez une lumière, vous offrez une chandelle, vous pouvez penser, je veux que ça contribue à éliminer toute la noirceur, l'ignorance de mon esprit et de celle des autres, donc en offrant cette chandelle-là. Si vous offrez de l'eau, donc même chose, vous pouvez penser offrir cette eau-là pour que ce soit tous les Bouddhas ou tous les êtres sensibles à qui l'eau fait défaut, qui n'ont pas accès à l'eau, etc. Vous pouvez, pendant que vous offrez une petite chose, imaginer que vous offrez de grandes choses. De toute façon, même si vous n'offrez pas la chose réellement, par exemple, vous êtes trop attaché à votre maison, puis ça vous fait souffrir, donc imaginez que vous offrez votre maison, même si vous ne le faites pas réellement, mais vous l'offrez, donc ça fait que notre esprit, il s'y accroche moins. Parce que de toute façon, on dit dans la philosophie bouddhiste que tous les phénomènes composés sont impermanents. Donc, ça veut dire que quand notre esprit est sous l'influence comme ça de l'attachement, dont on n'arrivera pas à être heureux. Donc, c'est important comme ça d'arriver à lâcher prise parce que dans la philosophie bouddhiste, comme on dit, tous les phénomènes composés sont impermanents. On doit absolument, par exemple, à la fin de notre vie, au plus tard, on doit quitter qu'est-ce qui nous appartient, nos proches, notre matériel, notre corps. Donc, comme ça, en se familiarisant constamment, ça va faire que non seulement à la fin de notre vie, mais durant notre vie,
on va vivre plus serein, plus heureux à cause justement qu'on est moins dans la saisie et l'attachement. C'est bon? Donc, ça va tout le monde? OK. Donc, comme ça, on a, c'est ça, la deuxième préparation, on avait dit, c'était de disposer des supports de méditation. Donc là, j'ai parlé d'une autre préparation comme ça, juste en extra pour que ça puisse vous aider si jamais vous avez le désir comme ça. Donc, c'est l'autre préparation. Donc, la troisième préparation maintenant. Troisième préparation, c'est s'asseoir. S'asseoir et développer la bonne motivation. Donc, dans les enseignements de la philosophie bouddhiste, quand on parle de s'asseoir, on va dire ici, on va prendre la posture en 7 points du Bouddha Vairocana. Donc, c'est sûr que dans la philosophie bouddhiste, il y a plusieurs Bouddhas qui représentent tous des différents aspects de la conscience éveillée et des qualités qu'on possède en nous. Donc, on dit que le Bouddha Vairocana lui représente l'aspect physique purifié. Il y a plusieurs aspects de notre personne. Dans le bouddhisme, on parle de notre personne a 5 composantes principales, dont une composante, c'est le corps. Les autres sont plus immatériels, comme l'esprit, les sensations, les formes de discernement qu'on effectue, les pensées, les émotions, etc. Mais l'aspect le plus grossier de notre personne, le plus facile à percevoir, conventionnel, c'est notre corps. Donc, le Bouddha Vairocana, un Bouddha qui est représenté habituellement de couleur blanche, représente l'aspect du corps purifié. Donc, on dit que pour arriver à trouver un état de calme intérieur, on a besoin de purifier notre esprit des formes de blocage au niveau de l'esprit, mais aussi des formes de blocage, tension, négativité au niveau du corps aussi. Donc, en prenant la posture de Vairocana, du Bouddha Vairocana, on est capable de purifier les éléments négatifs du corps. Bien sûr que ce n'est pas la seule technique possible. Par exemple, si on regarde les exercices qu'on peut faire quand on fait du yoga, du tai chi, il y a plusieurs techniques comme ça qui viennent de l'Asie, par exemple, où on peut purifier, comme faire des déblocages ou purifier les différents niveaux du corps. Mais on dit que dans la tradition bouddhiste que par le simple fait de prendre cette posture-là, on est capable aussi d'arriver au même résultat. Donc, il y a vraiment des éléments très significatifs, très profonds dans cette posture-là. Donc, c'est pour ça que c'est la posture recommandée. Donc, la posture de Vairocana, on l'explique en 7 points, 7 ou 8 points. Donc, je vais vous dire plus tard pourquoi, mais je vais commencer par les 7 points. Donc, les 7 points, le premier, c'est la posture des jambes. Donc, pour s'asseoir, habituellement, OK, on pose les jambes croisées. En fait, la posture ici qui est expliquée dans les textes, c'est la posture des jambes non seulement croisées, mais des fois on appelle ça la position du lotus, mais on l'appelle ici dans la position des textes bouddhistes, la position du Vajra. En fait, pourquoi on l'appelle la posture du Vajra? Parce que c'est la posture que le Bouddha prenait pour la méditation et quand il a atteint l'éveil, l'endroit qui a atteint l'éveil, on appelle ça le siège Vajra, le siège du diamant. Donc, cet endroit-là est appelé le siège Vajra. Donc, c'est la posture qu'il prend. Donc, c'est celle qu'on voit sur toutes les représentations du Bouddha, où il y a les jambes croisées, les deux jambes sur les deux cuisses, les deux pieds sur les deux cuisses. Donc, c'est la posture comme ça des jambes qu'on suggère ici. Mais bien sûr que pour la majorité des gens en Occident, surtout arrivé à un certain âge, on n'a pas pris l'habitude, ben, on a beaucoup de difficultés à prendre cette posture-là. Donc, on dit que bien sûr, c'est pas essentiel de prendre cette posture-là. Quand on parle de la posture du corps, c'est vraiment des éléments qui vont être secondaires par rapport à l'état d'esprit. C'est beaucoup plus l'esprit qu'on travaille dans la méditation. Mais c'est juste que certaines postures vont favoriser certains états d'esprit, c'est pour ça qu'on les recommande. Mais bien sûr, ici, c'est pas essentiel de prendre cette posture-là pour cette pratique-là ici. Il y a d'autres pratiques plus avancées, plus profondes dans la tradition bouddhiste, parce que là, c'est nécessaire de prendre cette posture-là. Mais ici, pour atteindre le calme mental, on ne parle pas de ça. Donc, on peut prendre la posture qu'on est confortable. Par exemple, sur une chaise, ce serait tout à fait convenable. Ou les jambes croisées normalement, ce serait aussi convenable. Il n'y a pas de problème. C'est la posture qu'on est confortable. Même à la limite, quelqu'un qui serait malade et qui a un problème physique, qui ne peut pas rester assis. Donc, s'allonger serait aussi correct. C'est juste qu'il y a comme certains éléments plus favorables dans cette posture-là, mais sinon, une autre posture peut être prise sans problème. Puis aussi, dans la posture des jambes, on dit que justement, il va y avoir les jambes croisées, mais
l'arrière du corps devrait être plus élevé que le devant du corps. Donc, si vous avez un coussin à la maison, un coussin de méditation, par exemple, donc de s'asseoir dessus, plutôt que sur une surface plane, même si c'est quelque chose de confortable comme un tapis ou quoi que ce soit, mais être vraiment à plat, peut-être que vous allez avoir plus de difficultés à maintenir la colonne vertébrale droite, ça va demander plus d'efforts au niveau de votre dos. Alors que si vous êtes sur un coussin qui est surélevé, que vos fesses sont surélevées par rapport à l'avant de votre corps, ça va être plus confortable pour rester assis pendant une plus longue période. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cette posture-là. Donc, ça, c'est le premier élément de la posture qui est les jambes. Le deuxième élément, c'est le dos. On dit que le dos devrait être aussi droit qu'une flèche ou, par exemple, si vous empilez des pièces de monnaie une sur l'autre, donc elle devrait être aussi droite que la pile de pièces de monnaie. Par exemple, dans la colonne vertébrale, toutes les vertèbres, donc une par-dessus l'autre, un peu de la même façon que quand vous empilez des pièces de monnaie. Si vos pièces de monnaie sont un peu croches, bien, votre pile de pièces de monnaie va s'effondrer, un peu comme la tour de Pise. Donc, c'est notre dos, on dit, devrait être droit pour que ça puisse favoriser une bonne circulation d'énergie. Parce qu'on dit, l'énergie circule dans les canaux subtils, mais les canaux subtils sont positionnés très près de la colonne, très près des canaux des voies respiratoires. Donc, si vos canaux grossiers sont droits, votre corps plus conventionnel est droit, vos canaux d'énergie, eux aussi, vont être droits. Et ça va être plus facile de faire circuler l'énergie et donc d'atteindre des états d'esprit qui sont positifs, d'atteindre la concentration. Ça va être plus favorable. Donc, c'est pour ça qu'on recommande la posture du dos droit. Aussi, dans les éléments de la posture, j'ai vu dans certains sutras, dans certaines paroles du Bouddha, cette posture-là est expliquée comme importante dans le sens où les éléments de la posture font que la posture est ni trop confortable, ni trop inconfortable. Si la posture était trop confortable, on sait comment on se sentirait. On serait peut-être en train plus de s'endormir. Par exemple, des fois, si je médite sur une chaise trop confortable avec la tête reposée en arrière, sûrement que je risque de cogner des clous ou de m'endormir rapidement. Si la posture est trop inconfortable, ben, je vais toujours être en train de bouger parce que ça me faire trop mal. Je vais me concentrer sur la douleur dans mes genoux, dans mon dos, dans mon cou, etc. Donc, ce ne sera pas non plus possible d'entraîner l'esprit. C'est pour ça qu'on devrait essayer d'avoir une posture qui est ni trop confortable, ni trop inconfortable. C'est cette posture-là, on dit, qui est idéale pour ça. Donc, on a vu les jambes, le dos. Ensuite, les épaules, on dit, devraient être légèrement surélevées. Par exemple, il dit comme un oiseau qui s'apprête à s'envoler. Donc, pas vraiment les tendre comme ça, mais juste un peu les surélever. On dit que ça va amener une meilleure circulation d'énergie, puis ça va aussi favoriser la concentration. Ensuite, les mains. Comme les mains, habituellement, on devrait les positionner comme, on dit, la posture de l'équilibre méditatif. Ça veut dire que la main droite est positionnée sur la main gauche. Donc, les deux paumes vers le haut. La main droite retombe sur la main gauche. Donc, les deux paumes se joignent ensemble et les deux bouts des pouces vont se rejoindre ensemble. Donc, ça va prendre cette forme-là, un peu d'un triangle, qui va être ensuite, on va placer les mains, donc en plaçant comme ça un peu les épaules surélevées. Ça fait que les mains doivent être au niveau du nombril, en fait, juste un peu plus bas que le nombril. Des fois, il explique comme 4 doigts sous le nombril. Les paumes devraient être comme au niveau 4 doigts sous le nombril, donc juste un peu plus bas que le nombril, un peu que les pouces finalement se rejoignent environ au niveau du nombril. Donc, les mains ne sont pas vraiment déposées sur notre corps. Elles ne sont pas trop tendues non plus. Donc, c'est juste comme trouver un équilibre pour que les mains soient comme ça dans cette posture-là, la main droite sur la main gauche. Donc, en fait, la posture des mains comme ça représente, il y a plein d'éléments que ça symbolise. En fait, ça représente surtout l'union de la compassion et la sagesse, les deux aspects de la voie qu'on parcourt pour atteindre le bonheur. On dit que c'est la pratique combinée de la compassion et de la sagesse. Puis il y a d'autres symbolismes aussi, mais en essentiel, c'est ça. Puis on place les mains à quel endroit?
c'est au niveau, juste sous le nombril. On dit qu'à cet endroit-là, il y a un chakra qui, lui, permet d'expérimenter la grande félicité. Aussi, c'est le lieu de résidence principale de pratique du Tummo. Tummo, c'est comme une pratique pour amener une forme de circulation d'énergie qui amène un feu intérieur, une sorte de chaleur intérieure. Donc, il y a comme ça, un peu, c'est comme un symbole en plaçant les mains à cet endroit-là pour qu'on puisse arriver à réaliser ces états-là de bien-être. Donc, comme ça, la posture des mains, c'est ça. Donc, on est rendu maintenant, on a vu les jambes, le dos, les épaules et les mains. Donc, ça fait 4 points. Ensuite, il y a la tête qui est légèrement penchée vers l'avant. Donc, en fait, on va juste la pencher un peu parce que si c'est vraiment trop droit, donc ça va peut-être être un petit peu inconfortable. On va juste la pencher légèrement. Donc, ça, c'est le 5e point. 6e point, c'est les yeux. Donc, en fait, on penche légèrement la tête aussi pour qu'on puisse regarder vers le bas avec les yeux. Parce que la posture des yeux, on dit on devrait ni fermer complètement les yeux, ni les ouvrir complètement. Pour la raison que si on a les yeux complètement ouverts, on va percevoir dans notre champ visuel tous les objets devant nous. Puis ça va sûrement nous amener à être distrait, à être agité, à réfléchir à toutes sortes de choses. Donc, c'est pour éviter ça qu'on n'ouvre pas les yeux complètement. Et parce que ça, les portes de nos sens sont toujours des formes de sources de distraction. C'est la même chose si vous méditez dans un environnement bruyant. Donc, vous entendez des voix, vous entendez quelque chose. Donc, souvent, notre conscience auditive va être distraite par le bruit. Ça va un peu nuire à notre concentration. Même chose s'il y a beaucoup de choses à regarder. Donc, c'est pour ça qu'on ne regarde pas. Comme ça, on essaie de demeurer dans un endroit qui n'a pas trop de bruit, regarder vers le bas. Donc, comme ça, on est moins stimulé par les sens qui habituellement nous agitent. Donc, il y a c'est ça la posture des yeux qui est ni ouvert, ni fermé. Habituellement, les gens, souvent en Occident, vont méditer les yeux fermés, mais ici, la technique dans la tradition bouddhiste explique que les yeux devraient être mi-clos, ça veut dire ni complètement ouverts, mais ni complètement fermés. Pourquoi pas fermés? Parce que généralement, peut-être que c'est juste 1 minute ou 2, ça ne fera pas cet effet-là, mais généralement, quand on ferme les yeux, on va avoir plus de tendance à tomber dans une forme de relâchement de l'esprit ou même léthargie ou même le sommeil. Donc, c'est pour cette raison-là que durant la méditation, on ne cherche pas nécessairement oui, on cherche à relaxer l'esprit, mais on ne cherche pas la relaxation en tant que telle. La relaxation, c'est d'autres choses qui fait qu'on va peut-être même s'endormir. Mais dans la méditation, on va chercher une grande vivacité d'esprit, une grande stabilité qui amène un calme, mais aussi très présent, très vivant. Donc, quand l'esprit est trop retranché vers l'intérieur, justement, fermer les yeux, ça peut provoquer ça. Donc, notre esprit va devenir trop mou, donc il va facilement tomber dans le relâchement, la léthargie et le sommeil. C'est pour ça qu'on recommande d'avoir ni les yeux ouverts, ni les yeux fermés. Donc, simplement regarder vers le bas, donc en fermant à moitié les yeux, ce qui fait que ça nous bloque un peu du champ visuel principal, mais ça laisse un peu quand même de lumière entrer dans nos yeux. Donc, c'est la posture recommandée pour les yeux. Mais, encore une fois, c'est les éléments du corps, sont des éléments secondaires par rapport à la motivation. Donc, vraiment, ça dépend après ça au cas par cas. Il faut adapter au cas par cas. Par exemple, si une personne n'arrive pas à s'asseoir les jambes croisées, elle va s'asseoir dans une position confortable. Si une personne, pour elle, avoir les yeux mi-clos, ça l'amène de la léthargie ou ça l'amène de l'agitation, donc peut-être que c'est mieux d'ouvrir les yeux, de fermer les yeux, dépendamment de sa situation. Mais de façon générale, c'est le conseil qui est donné parce que pour la plupart des gens, c'est ce qui convient le mieux pour éviter l'agitation et le relâchement. On va le voir plus tard. Les principaux obstacles à la méditation, c'est l'agitation et le relâchement. Quand on va parler, notre sujet principal de notre cours, c'est ça, c'est les obstacles et les antidotes aux obstacles à la méditation. Donc, on va arriver, le principal obstacle à la méditation, c'est ça, c'est l'agitation ou le relâchement. Donc, ça, on va y revenir plus tard. Donc, c'est la posture des yeux. Et il nous reste le 7e point, c'est la bouche. La bouche, on devrait simplement la fermer, mais pas la tendre, pas que ça soit comme une pression sur la bouche. Même chose pour les dents qui reposent les unes sur les autres, mais qui ne sont pas tendues. Puis de placer le bout de la langue au palais. Donc, en faisant ça, ça va empêcher que la bouche s'assèche, ça va empêcher que la salive s'écoule pendant la méditation aussi.
Des fois, si vous êtes trop longtemps en méditation, peut-être vous allez vous réveiller, vous avez déjà pris votre douche à la fin de la méditation, vous avez tout perdu l'eau de votre corps. Donc, c'est ça. Puis aussi, si vous êtes vraiment en concentration méditative, donc d'avoir la bouche sèche ou de perdre de l'eau comme ça va aussi déranger. Donc, c'est pour ça qu'on recommande d'avoir la bouche fermée sans la tendre. Donc, les dents aussi qui sont détendues une sur les autres, les lèvres détendues. Donc, on va respirer par le nez à ce moment-là. Donc, c'est les 7 points. J'avais dit tantôt, il y a 7 ou 8 points, dépendamment. Quand on parle de 7 points, c'est les 7 éléments principaux, mais on met un 8e point au cas où parce que on dit la troisième préparation, c'est aussi non seulement s'asseoir et la posture physique, mais c'est surtout la posture ou l'état de l'esprit. Donc, si l'esprit est envahi par, encore une fois, des perturbations mentales, des pensées, distractions, agitations, ça va être un obstacle à l'atteinte du calme mental. Donc, on doit s'assurer qu'au départ, notre esprit est au minimum neutre par rapport à, on dit dans la philosophie bouddhiste qu'il y a seulement 3 états d'esprit possibles, même si on peut le diviser encore, subdiviser en différents niveaux, mais il est soit positif, soit neutre ou soit négatif. Donc, il faut qu'au minimum, il ne soit pas négatif. Donc, au mieux qu'il soit positif, mais comme au minimum qu'il soit neutre. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le 8e point ici pour le faire amener vers le neutre s'il ne l'est pas déjà ou positif. Dans le sens qu'avec un esprit négatif, on n'arrivera pas à méditer correctement. Si l'esprit est trop envahi par l'attachement, la saisie, la peur, la jalousie, orgueil, etc. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on utilise le 8e point, qui est la respiration. Là, on l'a déjà un peu présenté quand on a pratiqué tout à l'heure, quand je vais expliquer au dernier cours. C'est l'objectif de la respiration. C'est pas la méditation proprement dite, la respiration. C'est un objet, c'est un outil qu'on utilise pour arriver à amener l'esprit à oublier la perturbation mentale. Donc, notre esprit qui serait en train de penser à quelque chose du passé ou du futur, notre esprit qui serait envahi par quelque chose de colère, d'attachement, de jalousie, d'orgueil ou quoi que ce soit. Donc, pour prévenir ça, dans le fond, simplement, c'est qu'on distrait l'esprit de à quoi il pense. Qu'est-ce qui nous rend, par exemple, distrait, agité, tendu, en colère, attaché ou quoi que ce soit? C'est qu'on pense à quelque chose, on a quelque chose qui est l'objet de notre esprit. Donc, l'esprit ordinaire ne peut pas être à 2 endroits en même temps. S'il pense à cette chose-là, donc il n'arrivera pas à trouver la concentration. Donc, si on le place sur la respiration, il ne sera pas capable d'aller à l'autre endroit en même temps, puis à ce moment-là, il va oublier sa perturbation. Donc, c'est un peu le même processus que si vous êtes avec un jeune enfant, puis qui est en train de pleurer, ben, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il pense à sa souffrance. Il se concentre sur son problème, sa difficulté. Donc, vous lui donnez un petit jouet, vous lui donnez un petit bonbon, puis en voyant le bonbon, ben, il a oublié son problème. Là, il est tout content, puis les manches sont longues, puis il ne pleure plus. Donc, comme ça, il y a cette possibilité-là qui va se produire. Comme ça, juste apporter le fil, on va manquer de batterie. Okay. Oui, juste brancher ici. Donc, c'est la respiration, à quoi elle sert. Et aussi, dans le fond, on avait déjà parlé un peu de cette technique-là. Puis, je me souviens pas si on avait parlé dans les cours ou pas, mais ce qu'on peut faire en plus, c'est de, si vous avez pas beaucoup, vous n'arrivez pas à bien vous concentrer en simplement suivant le mouvement de la respiration, vous pouvez à ce moment-là compter aussi le mouvement de votre respiration. Ça veut dire que pendant que vous inspirez, vous allez compter mentalement 1. Pendant que vous allez expirer, vous allez compter mentalement 2. Donc, comme ça, et ainsi de suite. Donc, le compte que vous allez faire, vous n'êtes pas obligé de compter jusqu'à 72 000. Vous pouvez juste compter jusqu'à temps que votre esprit redevienne de nature neutre. Donc, c'est un peu comme un tissu. Si vous avez un tissu qui est de couleur bleue, puis que vous voulez le teindre en jaune, vous n'arriverez pas à le teindre en jaune simplement en mettant le tissu bleu dans le jaune. Il va falloir que vous enleviez le bleu, que vous arriviez à une couleur plutôt neutre comme le blanc. Donc, vous enlevez la couleur bleue. Puis, après, avec le blanc, vous allez pouvoir le tremper facilement dans le jaune. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un état d'esprit qui est perturbé, de le transformer tout de suite en positif, c'est quelque chose qui est très ardu. C'est pas impossible. Ça prend quelqu'un qui a des capacités vraiment spéciales, mais c'est possible de le faire. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est beaucoup plus facile de passer du négatif au neutre et du neutre au positif. Par exemple,
Si vous êtes en colère contre quelqu'un, là, quelqu'un vous dit « Mets-toi pas en colère, c'est pas bon, ça ne devrait pas faire ça », je pense pas que ça va nous aider à tout de suite revenir calme puis devenir complètement patient et joyeux envers la personne. Premièrement, c'est mieux de se dire « OK, tu vas prendre une marche, un peu laisser reposer ça pendant 1 heure ou deux, une journée ou deux, et plus tard, quand je serai calmé, on s'en reparlera. » Habituellement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais il y a des gens qui sont capables de faire ça, de passer tout de suite du négatif au positif, mais c'est plutôt exceptionnel. En général, c'est plutôt qu'on passe du négatif au neutre et ensuite au positif. Donc, la respiration, c'est ça. C'est comme, comment on dirait ça, comme si vous mettez votre tissu bleu dans le javelisant, OK, il va devenir blanc. Donc, votre respiration, c'est comme le javelisant, celui qui amène votre esprit négatif à devenir neutre. Et après, vous allez être capable de générer des pensées positives sur la base d'un esprit neutre. Donc, c'est à ça à quoi sert la respiration. Donc, vous pouvez le pratiquer simplement en suivant la respiration. Même en vous disant mentalement, si ça vous aide, vous pouvez dire j'inspire, j'expire. Vous pouvez aussi le faire en comptant, pendant que vous inspirez 1, pendant que vous expirez 2, etc. Vous pouvez aussi, c'est ça, puis le compte, vous le faites selon ce que vous avez besoin. Dès que vous avez retrouvé l'état d'esprit neutre ou positif, vous pouvez lâcher la respiration. La respiration, c'est juste l'outil pour vous amener à cet esprit-là. Par exemple, c'est comme un outil que vous avez besoin pour réparer quelque chose qui manque un clou, vous allez prendre le marteau, frapper sur le clou. Là, une fois que le clou est rentré, là, c'est important d'arrêter d'utiliser le marteau, de ne pas frapper encore. Vous allez briser votre mur ou votre bois. Donc, c'est la même chose. La respiration, elle est plus utile du moment où l'esprit a retrouvé sa stabilité et son calme. Donc, c'est pour ça que dès que l'esprit est agité, on peut utiliser la respiration, mais quand il ne l'est plus, donc vous n'avez plus besoin. À ce moment-là, vous essayez de garder ce calme-là. Donc, vous pouvez le faire simplement comme ça ou en comptant la respiration. Il y a même une autre technique que vous pouvez utiliser, dépendamment de la situation. Si vous êtes sous l'influence de quelque chose de très négatif, puis que vous voulez vraiment libérer votre esprit avec force de cette négativité-là, donc vous pouvez aussi imaginer, pour certaines personnes, c'est encore plus bénéfique, c'est plus facile, en imaginant, par exemple, que quand vous inspirez, vous installez en vous, vous amenez une lumière blanche qui va vous pénétrer, puis s'installer en vous, puis apporter un grand bien-être à votre corps, à votre esprit. Puis quand vous expirez, vous faites sortir de la fumée noire qui représente toutes les perturbations mentales, les négativités, donc qui vous libère mentalement de toutes ces choses-là. Donc, comme ça, il y a plusieurs techniques possibles d'utiliser, dépendamment, vous, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Donc, on en parlera peut-être plus tard. Il y a une autre technique aussi, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais il y a une autre technique aussi qui existe. Elle est expliquée dans le livre aussi. Puis, il y a, on utilise comme une technique respiratoire où on fait sortir les vents subtils négatifs. Par exemple, dans la philosophie bouddhiste, quand on parle du corps subtil d'énergie, on parle de 3 canaux principaux, même si on parle de 72 000 canaux dans le corps d'énergie subtile, on parle de 3 canaux principaux, le canal central, puis le canal de droite et de gauche. Puis, pour nettoyer ces 3 canaux principaux-là, ben, on utilise une technique où on imagine que l'air subtil sort par le côté droit, premièrement. Ensuite, deuxièmement, on fait sortir par le côté gauche. Puis ensuite, on fait sortir par les 2 narines pour imaginer que c'est le canal central qui se libère. Donc, on dit dans les canaux d'énergie subtile, il y a au sommet de la tête, à la gorge, au cœur ou au plexus, au nombril, puis à la région secrète, qu'on appelle pour la région sexuelle. Il y a 5 centres d'énergie, des chakras qu'on appelle, qui sont un peu comme des blocages ou des centres d'énergie où l'énergie circule pas bien. Donc, ça crée en nous les afflictions mentales et les résultats aussi de la souffrance, puis les maladies, etc. Donc, cette technique-là vise à libérer ces centres d'énergie-là. Habituellement, ces techniques-là sont vraiment considérées comme secrètes dans le sens où une personne qui n'est pas bien entraînée n'aura pas la capacité de bien utiliser ces techniques-là en profondeur. Donc, habituellement, c'est pas vraiment expliqué, mais quand même, la Lama Santen les explique un peu ici parce qu'il dit que ça peut être très bénéfique pour les gens.
Puis aussi, j'ai vu le Dalai Lama en ligne sur une petite vidéo YouTube. Il explique aussi cette technique-là. Il a fait la technique des 9 cycles respiratoires où on expire, quand on fait les 3 premières respirations, ben, on expire du côté droit puis on inspire du côté gauche. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on expire en imaginant. Donc, bien sûr que je ne pense pas que vous allez arriver réellement à faire sortir l'air juste d'un côté, mais pourtant, c'est d'imaginer que quand vous expirez, le canal de droite se libère. Donc, quand vous expirez, c'est pour les 3 premières respirations, vous expirez du côté droit, inspirez du côté gauche. Et après, donc, pour 3 respirations, vous faites ce cycle-là. Pour les 3 suivantes, vous expirez du côté gauche et inspirez du côté droit. Et pour les 3 dernières, vous expirez, inspirez par les 2 narines. Donc, je n'ai pas le lien avec moi, je ne m'en pas du vidéo, mais sur YouTube, si vous cherchez Dalai Lama, puis 9 breaths, comme 9 cycles respiratoires, j'imagine que vous allez le trouver. Il explique un petit peu. Puis il explique aussi en utilisant les mains, parce qu'il y a une technique, on peut le faire juste par l'imagination. L'autre, on peut le faire avec, on positionne les doigts sur les narines pendant qu'on fait l'inspiration-expiration. Mais moi, quand je l'ai appris, c'était pas avec les doigts, c'était vraiment juste comme ça par la visualisation. Donc, c'est ça. Si on a plus tard, on en parlera un petit peu plus tard si on a le temps. Mais de toute façon, toutes ces techniques-là visent à établir en nous une bonne motivation, à préparer le corps et l'esprit pour la respiration. Donc, puis la 4e préparation à la méditation, en fait, on va en parler aussi plus tard, mais ici, c'est établir l'objet de méditation. Donc, j'en parlerai sur mon prochain cours pour comment on va concentrer l'esprit sur un objet en particulier, comment le visualiser, comment concentrer l'esprit dessus. Donc, ça, on en parlera au prochain cours. OK, donc maintenant, on va faire une autre petite méditation et après, on fera les questions, après quand on aura terminé cette méditation-là. Donc, maintenant, vous avez, comme là, j'ai expliqué les différentes techniques. Vous pouvez les réécouter si vous voulez ou les relire dans le texte, peu importe. Mais maintenant, vous pouvez essayer pour vous qu'est-ce qui convient le mieux, qu'est-ce que vous avez besoin sur le moment, soit avec la lumière que vous laissez entrer ou la fumée que vous laissez sortir, ou simplement suivre la respiration, inspirer, expirer, etc. Vous pouvez prendre la technique qui vous convient le mieux. On va faire quelques minutes et après ça, on va prendre les questions. Loge ye la ye wa xie 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 yang da dong la zi xin che ba ye xie ne la dong sen de wei la mieux de ye la ke wa jin ye.